Your Excellencies, distinguished guests, dear friends, Vos Excellences, merci et bonjour à tous. Je me rappelle Zetra Pelsen, je suis le président de IPI. C'est un plaisir de vous donner la bienvenue à cette discussion aujourd'hui en ce qui concerne MINUSMA, ce que nous apprenons sur le futur du maintien de la paix de l'ONU. Je voudrais commencer par remercier ceux qui ont créé cet événement, inclus les opérations de paix des Pays-Bas. Je voudrais aussi donner la bienvenue spéciale à son Excellente Issa Kamfarou, qui est représentante de la République du Mali, et tous nos panélistes qui sont avec nous aujourd'hui pour la discussion d'aujourd'hui. Depuis plus de 10 ans, la mission de l'ONU, MINUSMA, ont travaillé pour appuyer la paix durable dans un pays qui est un environnement le plus difficile pour pouvoir opérer dedans. En ce qui concerne les opérations du maintien de la paix dans le contexte marqué par l'instabilité, les menaces et une tonne de problèmes de l'État, et la MINUSMA a joué un rôle très important pour protéger les civils et dans ce processus de maintien de la paix. Et aussi, nous avons contribué à plus de 300 mainteneurs de la paix qui ont sacrifié leur propre vie en travaillant avec MINUSMA. Ça ne serait pas correct de dire qu'il n'y a pas une paix à maintenir, comme récemment a été sorti à travers des études qui ont été faites récemment. Mais c'est pour créer une fondation pour un succès de cette mission et les efforts de ces mainteneurs de la paix pour pouvoir sortir du pays. Le propos de notre discussion aujourd'hui est de parler de l'expérience de MINUSMA pour voir ce que nous pouvons apprendre sur le futur du maintien de la paix. En particulier, comme nous voyons dans l'étude récente, la MINUSMA signale le besoin pour maintenir les stratégies politiques de l'ONU et pour fortifier bien sûr les partenariats. Aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir entendre de la part de l'ONU les Mali et aussi les autres perspectives sur ces sujets et introduire aussi maintenant, je présente Jenna Russo qui va être la modératrice aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, Vos Excellences et collègues. Merci beaucoup. Je me rappelle Jenna Russo. Je suis directrice de recherche ici à IPI et aussi présidente des opérations de maintien de la paix. C'est un plaisir de modérer la discussion d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux aux Pays-Bas pour leur appui aujourd'hui dans cet événement et aussi nos panels incroyables des participants, des présentateurs. Et c'est vraiment dommage que nous allons entendre non seulement de l'ONU, de la part de l'ONU, mais aussi de la perspective malienne. Alors, pour ne pas perdre plus de temps, je ne vais pas vraiment lire tous les bios de nos panélistes, mais ils sont à votre disposition. Et aussi, je pense que c'est très important maintenant que nous réfléchissons au futur de maintien de la paix pour voir ce que nous pouvons apprendre d'autres missions en plus de la MINUSMA. Et il y a des copies en fait pour vous sur la table et vous pouvez aussi utiliser le lien sur la boîte à conversation pour tous les participants ici. Beaucoup des leçons du Mali s'appliquent vraiment sur les points dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, je crois que c'est très important d'avoir ces rapports et pouvoir ressortir ces points importants dans notre discussion aujourd'hui. Donc, je veux présenter le panel. Nous avons David Hayes, directeur de la division des États-Unis de la politique d'évaluation et de formation au DIPAC et aussi les opérations de maintien de la paix. Et bien sûr, nous allons parler des points saillants du maintien de la paix. Et aussi, nous avons l'ambassadeur Issa Kankourou, qui est la représentante permanente de la République du Mali pour l'ONU. Et nous avons aussi Mohamed Salah Anadif, qui est ancien président de la MINUSMA en 2021. Et actuellement, M. Anadif est un membre du panel pour le haut niveau de l'ONU des experts
Moore, qui est avec nous bien sûr en ligne. Et finalement, nous avons Dr Anna Mikaon, qui est directrice de la recherche dans les centres de maintien de la paix au Ghana. Donc, merci beaucoup à tous nos panélistes d'être ici aujourd'hui avec nous. Donc, David, je vais commencer avec vous. Les leçons apprises. Une paix qui n'était pas assez. Qu'est-ce que cela veut dire et quels sont les points saillants que nous avons appris et comment est-ce que ces leçons s'appliquent à d'autres paramètres, d'autres missions? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec cela dans le futur pour le maintien de la paix? Bonjour, merci beaucoup à IPI. Et certainement, nous sommes très contents d'avoir cette opportunité avec vous et pour ceux qui sont en ligne pour pouvoir voir ces leçons que nous avons apprises et que nous continuons à ressortir grâce à notre mission au Mali, l'ambassadeur Kung Fu et aussi Arashi Anadif qui est ici avec nous. Je veux juste commencer en reconnaissant bien sûr le travail acharné de ces femmes et hommes qui ont travaillé pour le MINUSMA, la police et tout genre de personnel et pour ceux qui se sont sacrifiés pour la paix. Il y a plus de 400 personnes qui ont décédé, inclus 17 Maliens et bien sûr d'autres qui étaient présents d'une manière ou d'une autre, qui appuyaient bien sûr le maintien de la paix. Je voudrais prendre un moment de silence. Merci beaucoup. Alors pour commencer, je voudrais répondre à votre question, Jenna. En ce qui concerne le département des opérations de paix, nous voulons nous assurer que nous apprenons des leçons de cette mission, comme toutes les autres missions. Ce n'est pas vraiment question de dire oh, nous avons du succès ou un échec, mais comprendre ce que nous avons pu faire avec cette mission et comment est-ce que nous pouvons aider les processus de paix dans le futur? Notre rapport aujourd'hui a beaucoup de résultats. Je ne vais pas pouvoir les expliquer en détail, tous aujourd'hui bien sûr, parce que nous n'avons pas assez de temps, mais je vous suggère de les réviser quand vous pouvez. Alors, comme vous avez dit, je pense que c'est très important parce que beaucoup de ces leçons sont très importantes aujourd'hui. En regardant le futur du processus de la paix les prochains mois à venir, je pense que le point de départ est que le MINUSMA, le fait qu'elle est sortie, ceci n'a pas vraiment marqué la fin du maintien de la paix de l'ONU. Alors, qu'est-ce que le MINUSMA peut nous apprendre? Nous voulons contribuer à travers ce rapport et dans cette discussion et nous assurons à ce que nos réflexions sont basées sur les évidences, sur les preuves du travail que nous avons fait sur le champ, ce qui nous a aidé à développer ce rapport. Ceci reflète les résultats que nous avons trouvés. Je crois qu'ils sont un peu contradictoires parce que une phrase qui disait le MINUSMA sortait ou partait du pays, je crois que c'est plus compliqué que ça. Quoique c'était fragile, il y avait quand même un accord de paix et des mécanismes de la prise en œuvre. Et donc, le MINUSMA a vraiment fait des contributions très importantes pour pouvoir soutenir ce succès. Mais l'expérience ressort un point très important en ce qui concerne le maintien de la paix de l'ONU. Qu'est-ce que nous avons besoin de quoi exactement pour pouvoir soutenir ces opérations de paix de l'ONU dans ce contexte? Spécialement quand les conditions politiques continuent à évoluer et bien sûr parfois elles détériorent. Je crois que l'idée que le maintien de la paix et maintenir la paix, c'est exactement ce que nous voulons savoir, mais quand la mission de paix est déployée, c'est quelque chose que personne ne peut vraiment voir. Mon expérience en Cambodge, que nous avons pensé était un succès, n'était pas le cas. Les 4 points n'étaient pas d'accord avec les éléments du maintien de la paix.
et ce qui vraiment menaçait la stabilité après les élections. Et en fait, la communauté internationale devait travailler de manière acharnée et synchronisée pour pouvoir maintenir cette cohérence et ce consensus pour que la Cambodge puisse aller vers le futur, vers le futur. Donc, c'est vraiment c'est un conflit que le Cambodge avait en ce qui concerne son développement. Donc, je crois inclut les SRG, le personnel, la coopération avec le Mali et bien sûr les gouvernements et les partenaires internationaux. La MINUSMA a vraiment aidé à maintenir ce dialogue et appuyer l'arrêt de feu et aussi, bien sûr, ceci marcher avec des processus politiques assez compliqués. Et donc, bien sûr, nous avons trouvé que ce n'était pas suffisant. La MINUSMA nous a dit que nous pouvons parfaitement appuyer un prospectus politique, mais ne peuvent pas le maintenir et ne peuvent pas vraiment créer un consensus pour une paix durable et vraie. Premièrement, le MINUSMA a démontré une valeur continue du maintien de la paix de l'ONU dans des environnements assez défiants. Et aussi, cela nous a montré que la diversité des contributions de ces processus de paix, avec l'engagement politique, la protection des civils, l'appui des dialogues, la réconciliation et bien sûr le rebâtiment, la construction du futur, tout ça doit répondre à un appui politique et des stratégies politiques, des attentes réalistes et à une évaluation continue sur ce que nous pouvons achever. Le MINUSMA nous a montré que le mandat, même si fort sur le papier, n'est pas le cas. Les opérations de paix de l'ONU demandent un appui de la part du consulat. Et aussi, nous avons vu les risques des lacunes entre les mandats, les conditions pour pouvoir livrer ces résultats. Des mandats multidimensionnels ambitieux doivent avoir l'appui politique, les ressources, la mobilité et aussi l'espace pour pouvoir achever cela. Le deuxième point ou la deuxième leçon est que le MINUSMA a souligné ce leadership qui est très important dans la paix de l'ONU. Les messages les plus importants, c'est ça, c'est l'importance du leadership à tous les niveaux. Quand c'est possible, bien sûr, dû au personnel, avec le personnel national et aussi avoir cette créativité et trouver des solutions à des défis très grand avec les opérations de paix des SRG qui donnent bien sûr à ces maintiens de la paix de l'ONU plus de force, avec un engagement politique, avec une présence dans le champ et la relation avec les communautés et avoir les paramètres importants pour pouvoir prendre des décisions. Et aussi, le maintien de la paix est aussi efficace que les relations avec les partenaires. Les expériences des expressions et aussi là où les pays et les populations, mais aussi avec les États membres qui contribuent dans le système de l'ONU et l'organisation de celui-ci. Nous avons pu achever des résultats assez importants avec la cohérence politique qui était plus faible. Ce processus est devenu plus difficile. Et quoique la mission n'était pas censée mener des opérations contre le terrorisme, c'était quand même des points qui pouvaient stabiliser et créer une impartialité avec les acteurs sécuritaires. Dans les missions de futur, cette distinction doit être très claire dès le début. Un défi clé était vraiment le dilemme du Conseil de sécurité en 2019 pour pouvoir appuyer une stratégie de Mali sans les ressources qu'il fallait avoir. Donc, vraiment, ces questions de est-ce qu'on va avancer
l'arrêt de feu au nord, dans la situation du Mali, ou bien ou protéger les civils. Ceci est devenu un défi. Nous voyons des rôles très importants dans la mission et ils avaient du mal à faire face à ces défis. Dans les dernières années, la trajectoire de cette mission qui vraiment créait des campagnes qui ne respectaient pas le mandat. Et aussi le besoin des risques d'information d'être anticipés et être répondus en tant que considération stratégique. La manipulation d'informations, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est encore plus grand parce que nous trouvons des informations fausses. Alors, en ce qui concerne la protection des mainteneurs de la paix, inclut la capacité dédiée pour pouvoir évaluer cette analyse. Quatrième, et que tout cela doit dépasser la représentation. La mission a vraiment souligné ces opérations de maintien de paix et la mission a contribué aussi à avoir plus de participation des femmes, par exemple, la société civile, et à appuyer ces accords. Et tout cela nous rappelle qu'il y a une différence entre une participation importante et une participation simple en termes de chiffres. Alors, pourquoi nous voyons les opérations de maintien de la paix qui font face à un environnement assez compliqué, des accords politiques fragiles, des attentes qui évoluent des pays hôtes, des menaces transnationales, la désinformation, des divisions géopolitiques accrues, et la MINUSMA n'agit pas en silo. L'évolution des processus de paix au Mali a été façonnée par une dynamique élargie à travers le Sahel, des partenaires différents, des dynamiques transfrontalières et des alignements internationaux qui ont impacté le déploiement multilatéral au Mali. Et comme je l'ai déjà dit, la MINUSMA n'est pas la première mission internationale qui a quitté le Mali, mais plutôt la dernière, à cause de ces dynamiques changeantes. Alors, la leçon que nous avons appris de la MINUSMA est que le maintien de la paix des Nations Unies ne peut pas opérer dans un tel environnement, mais au contraire, que le maintien de la paix des Nations Unies ne peut pas s'adapter sans l'appui des États membres. On s'attend à l'avenir, comme je l'ai déjà dit, pourrait changer, évoluer. La question est comment allons-nous maintenir au niveau du Conseil de sécurité sans ses partenaires sous-régionaux et les acteurs de l'État, des gouvernements hôtes, cet appui, ce consensus qui nous permet de faire face à cette situation. Et les mandats des États membres pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies doit exiger une clarté par rapport aux objectifs politiques et des limites face à une situation qui change constamment. Il est important qu'on puisse avoir des stratégies politiques fortes et un engagement soutenu de la communauté internationale. Comme je l'ai dit, je pense que les discussions portant sur les opérations de paix à l'avenir vont nous donner une chance de discuter tout cela. J'aimerais dire que pour terminer, que la seule organisation multilatérale et intergouvernementale qui représente les États membres et les Nations Unies qui appuie les solutions politiques avec des opérations de maintien de la paix, qui est un outil idoine. Donc, l'héritage du MINUSMA n'est pas seulement l'atteinte des objectifs de la mission, mais également son expérience. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Que peuvent faire les Nations Unies face à une situation difficile, pas très claire, avec des moyens limités, avec des processus de paix substantiels? Comment allons-nous équilibrer ce risque et en se faisant tout en maintenant l'organisation, son impartialité, sa crédibilité et ses ressources et son indépendance opérationnelle? Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de réussite ou d'échec. Il s'agit que vraiment le MINUSMA puisse agir dans un processus politique. Elle appuie l'espace de dialogue en appuyant les communautés et les institutions, en opérant avec courage dans une pression extraordinaire. Mais ce qu'on nous demande, c'est que malheureusement, les fondements politiques n'étaient pas assez forts et donc la reprise des opérations, il n'était pas facile.
Donc, voir la MINUSMA va nous permettre de façonner des missions de maintien de l'ordre des Nations Unies qui soient plus fortes à l'avenir. Merci beaucoup, David, à DPO, à DPET de nous avoir donné cette conversation publique. La majorité du temps, ces conversations nous permettent de discuter en interne. Mais avoir ces conversations de façon transparente, avec humilité, est importante, car la majorité des dynamiques que vous discutez ne sont pas tellement différentes des autres contextes. On parle toujours des processus politiques fragiles, des tensions dans l'État membre, des complications régionales et tous ces éléments qui sont présents. Et ainsi, nous devons apprendre du cas malien et cela va nous permettre de façonner les futures missions. Je suis ravie maintenant de me tourner vers l'ambassadeur Kanfourou. Vous êtes le bienvenu encore une fois à IPI et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. J'ai deux questions pour vous. La première, le MINUSMA a été l'une des présences régionales et internationales au Mali. Comme David l'a dit, quelles sont la valeur ajoutée de la mission avec ces différents acteurs sur le terrain? Et alors, pourquoi la présence d'autres partenaires a-t-elle compliqué la situation? Comment cela a compliqué la donne? Et selon votre perspective, quelles sont les leçons de l'expérience MINUSMA pourraient informer les opérations de maintien de la paix des Nations Unies à l'avenir? À vous la parole, monsieur. En premier lieu, j'aimerais remercier IPI et monsieur l'ambassadeur Aeri et j'aimerais également remercier la mission permanente du Royaume des Pays-Bas pour la co-organisation de cet événement fort important. Et je suis ravie vraiment de me joindre. euh, je suis donc je suis ravie. Je suis l'ancien ambassadeur du Tchad et ancien directeur de MINUSMA avec Monsieur Mohamed Adif. Mais également, je suis également directeur du Centre Kofi Annan pour la recherche avec Madame Emma Bokorin. J'aimerais vous remercier d'être présent ici, non seulement en ligne, mais également en présentiel. Avant de répondre à votre question, j'aimerais J'aimerais en premier lieu revenir aux raisons pour lesquelles la MINUSMA a été déployée au Mali. Et puis, j'aimerais également tirer des leçons de la perspective des pays hôtes. Mais avant de le faire, permettez-moi en premier lieu de d'honorer notre organisation, qui est les Nations Unies, et notamment au secrétaire général qui était là quand la MINUSMA a été déployée, le secrétaire général Ban Ki-moon. La MINUSMA a été déployée quand il était secrétaire général, ainsi que notre secrétaire général actuel, M. Antonio Guterres. J'aimerais remercier également le Conseil de sécurité des Nations Unies et les polices. J'aimerais remercier la CEDEAO, j'aimerais remercier l'Union africaine, l'UE, et notamment, j'aimerais honorer toutes les vies perdues et blessées au cours de la présence de la MINUSMA dans mon pays. Le Mali est une terre d'histoire et de mémoire. Et vous savez, on n'oubliera jamais les efforts et les sacrifices ultimes payés par le personnel des Nations Unies pour restaurer la paix et la sécurité et la stabilité dans mon pays. Le contexte dans lequel la MINUSMA a été déployée est est important pour comprendre le développement un peu plus tard. Nous étions un pays stable jusqu'en 2012, stable, démocratique, respecté et respectueux des droits de l'homme et des libertés. En 2011, l'OTAN et une intervention militaire à l'OTAN dans un pays libyen a détruit la stabilité de ce pays frère, ça veut dire la Libye, mais également la stabilité de la région. Je me rappelle, en ce temps-là, j'étais au bureau du Premier ministre et on rappelait encore une fois à nos amis de l'OTAN que ça allait déstabiliser la région, qu'on n'appuyait pas cette intervention car on connaissait les conséquences. En disant cela, je n'ignore pas nos dynamiques et nos défis internes, mais nous avons toujours pu régler ces problèmes entre nous. Mais si vous ramenez tout type de terroristes, de groupes criminels dans la région, il est difficile de stabiliser un peu plus tard. Personne ne nous a écoutés. Et nous en connaissons les résultats, pas pour
pour nos amis de la Libye, mais également nos amis dans le Sahel. Et c'est la raison pour laquelle que de 2012 jusqu'à présent, nous avons vu le coup d'État, etc. C'est à cause de cette insécurité et cette instabilité créée dans la région. Deux quarts de mon pays ont été occupés de 2012 jusqu'au début de 2013, qui est Gao, Tombouctou et Kidal. Ils étaient sous les règles des communautés islamiques ou des terroristes islamistes. Donc, on ne pouvait pas y faire face. Nous avons dû appeler à un appui international, la France, l'Union européenne, la CEDEAO, l'UA, afin d'arrêter ces charniers, ces attaques. Parce que nous avions tous ces groupes criminels qui ont créé ce chaos, cette déstabilisation en Libye et dans nos pays. Donc, nous avions eu des plus différentes forces. Pendant 9 ans, nous avions nos forces nationales, nous avons plus Barkhane par la France, nous avons la MISMA, nous avons les forces la MINUSMA, l'Union africaine, l'équipe de l'UE, l'UTM, la mission de formation de l'Union européenne déployée au Mali, nous avons l'UCAP, nous avons le 5+5, nous avons les forces conjointes de G5, nous avons Takuba, MINUSMA, ils étaient déployés dans le pays. Mais la situation empirait. Et je pense que face à ce développement, on a été traumatisé par le niveau de violence que nous n'avons jamais vu, que nous avons. Alors, quelle a été notre leçon à tirer? Selon moi, la première leçon à tirer de notre côté et à travers toute la nation est le fait que le mandat de la MINUSMA n'était pas adopté aux défis sécuritaires dont faisait face mon pays. Et je vais vous expliquer les raisons. On rappelait à nos partenaires qu'il s'agissait de terrorisme, qu'ils déployaient les missions des Nations Unies dans un environnement où les terroristes opéraient, déstabilisaient pas seulement le Mali, mais également toute la région. Donc, il est important d'adapter le mandat pour aider nos forces nationales, tout en ayant un processus politique pour régler nos défis internes. Mais personne ne nous écoutait. Personnellement, je savais, ayant passé 2 ans au Conseil de sécurité de 2000 à 2001, mais les Nations Unies n'avaient jamais dirigé des activités contre le terrorisme. Et en ce temps-là, il y avait une délégation de l'ONU qui se rendait au Mali et je leur ai dit qu'il est important d'avoir une clarté du mandat. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, ne donnez pas l'impression que vous le pouvez. Donc, premier besoin du peuple malien de 2012 jusqu'à présent est la sécurité. Ce que nous voulons. Nous voulons regagner le contrôle de notre territoire, d'avoir la paix au sein de notre pays afin de protéger nos civils. C'est ça la priorité. Si vous posez la question à un Malien aujourd'hui, c'est ça notre priorité numéro un. Et la deuxième leçon est vraiment la coopération et le dialogue entre l'ONU et les opérations de l'ONU et les autorités nationales. Au début, ça s'est bien marché, mais on se parlait au début, on ne s'entendait pas, on n'écoutait pas, on ne se comprenait pas parce que l'ONU est venue avec cette idée qu'ils savaient et qu'ils avaient une solution universelle. Ils avaient une solution. Elle a marché ailleurs, elle marchera ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali a ses spécificités. Si vous aidez à régler un problème, il est important de prendre les réalités du terrain. Mais une solution qui répond à une solution universelle a été mise en œuvre et a créé une incompréhension. La troisième leçon pour moi, et David l'a très bien dit, soyons réalistes. Soyons réalistes. Alors, la majorité du temps, au sein de l'ONU, nous voulons donner l'impression que l'ONU est le panacée. Mais les gens ont leurs problèmes. Les gens, si vous leur donnez l'impression qu'ils peuvent tout faire pour eux, alors ils vont vous regarder, vous s'asseoir et vous regarder en attendant des solutions. On voulait jouer, on voulait s'approprier de notre processus de paix nationale, mais on ne nous a pas donné la chance de le faire. On nous disait, c'est comme ça qu'il faut le faire et pas autrement. Et ça n'a pas fonctionné. Et on le savait. Et je vais vous donner peut-être deux exemples clés dans ce sens. Le premier exemple, on savait que l'ONU n'allait jamais se battre contre les terroristes, mais vous avez quand même déployé des troupes. Je me battais toujours avec le budget, quand on parlait du budget du MINUSMA, pour mobiliser plus de ressources pour le MINUSMA, car je leur ai dit, il s'agit d'une mission spécifique. Ils sont déployés dans un environnement qui est très dangereux
dangereux. Et je ne veux pas que mon pays soit ciblé et qu'on ne soit pas ciblé ou considéré comme le pays l'un des plus dangereux pour les maintiens de la paix pour les nations. Mais il était dans cet environnement était dangereux. Alors donner le Mali, pourquoi? Parce que 100 ou 300 personnes sont mortes n'est pas notre faute. C'était l'environnement qui était conducteur et qui était favorable à cette situation. Le deuxième exemple, c'est ne pas être réaliste et l'accord de paix. J'ai participé au processus de négociation d'Abuja et il avait 5 chapitres. Vous avez les problèmes politiques, la paix et la sécurité, le problème de développement, la réconciliation et les mécanismes de suivi pour la mise en œuvre de cet accord. Et selon cet accord de paix, on devait mettre en œuvre la moitié de ces dispositions de cet accord au cours de la période intérimaire qui était de 2 ans. Et selon les dispositions également de cet accord, on était censé finaliser la mise en œuvre en 5 ans. Et je leur ai dit, c'est impossible de le faire, hein. Alors que nous sommes en négociation, ils ont dit non, mais vous devez le signer. Car même si nous avons la volonté politique, même si on prend un seul chapitre qui est la paix et la sécurité ou le développement, il ne s'agit pas d'un mandat de 5 ans ou plus. Vous ne pouvez rien faire avec le budget du Mali qui n'est pas très bien et donc qui n'est pas très important. En 2 ans, on n'y arrivera pas. En 5 ans, c'est impossible même. Mais on était sous pression car on était dans une situation faible qui nous a été imposée et on devait accepter. Nous avons signé, nous avons fait de notre possible, nous avons mobilisé des ressources et d'autres jouaient des jeux parce que c'était une affaire. Le processus de paix était là, les gens avaient des allocations et ça marchait bien pour ces gens qui recevaient de l'argent, mais on a senti qu'on était otage par ce processus sans fin, ce processus de maintien de la paix. Et donc, quand j'ai dit soyons réalistes, il s'agit notamment de dire oui, mais nous avons un accord de paix, mais donnons le temps à MINUSMA pour mettre en œuvre cet accord. Et c'était impossible en 2 ans, selon l'accord qui avait été signé en ce temps-là. La quatrième leçon que j'aimerais vraiment soulever ici est vraiment la médiation. La médiation. La médiation à part égale, ça veut dire entre le gouvernement, ce qu'on appelle la coalition des mouvements politiques et des réseaux terroristes. Je vais vous donner 2 exemples ici. Bien que nous avons signé l'accord de paix en 2015 qui reconnaissait la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République du Mali, alors le mouvement célébrait chaque année l'indépendance qu'on appelle la République de l'Azawad à Kidal. La MINUSMA participait à cet événement et il faisait des déclarations. La MINUSMA faisait des déclarations pour appuyer l'agenda politique de terroristes et de mouvements politiques qui se battaient pour détruire et diviser nos pays. Nos responsables du gouvernement n'étaient même pas autorisés à se rendre à Kidal. Alors, pour le peuple malien, en fait, l'ONU avait un agenda qui était de dire, OK, nous avons une situation, ces gens ne peuvent plus vivre ensemble et la solution est vraiment de séparer et de diviser le pays puisque ça s'est passé ailleurs. Nous l'avons ressenti au Mali. Et on se rappelait toujours, on avait eu même à rappeler la direction du MINUSPA qui jouait ce jeu pour leur dire, quittez notre pays en impasse. Mais personne ne nous écoutait. Alors, si vous voulez vraiment aider à régler notre problème, alors le programme a très bien démontré que vous avez, euh, que ça s'est passé ailleurs. Cette situation crée un manque de confiance. Et le deuxième exemple que Le deuxième j'aimerais vous exemple que je donner, veux c'est les vous groupes donner, armés. en fait, est bien sûr le retard dans la disposition de l'accord de paix. Donc, nous avons dit, c'est pas vraiment le temps. Euh, Nous avons la solution politique. Premièrement, si vous voulez faire quelque chose sur la sécurité, ils disent oui, 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 absolument, mais ce qu'il faut faire premièrement est de nous donner la solution politique à notre accord, à nos problèmes, aux problématiques politiques. Donc, c'est un jeu pour eux. C'est un jeu. Et donc, à ce point-là, le DDR, nous avons fait de notre mieux, nous avons donné tout ce que nous avons pu donner, mais nous ne pouvions pas le faire
parce que nous n'avions pas de volonté de certains côtés. Le cinquième point que je voudrais ressortir, je pense que pour nous, il y avait deux mécanismes pour le Mali, le mécanisme de l'ONU et l'Union africaine et l'Union européenne. Deux mécanismes. J'étais ici quand les gens étaient en train de visiter notre administration, n'était pas capable de gérer tout cela. Il y avait trop de mécanismes. Les femmes, les enfants, les détenus, tout ça. Oui, oui, nous adorons les visites. Mais ce n'est pas le manque de volonté, c'est le manque de capacité de pouvoir gérer tout cela avec tous les défis. Nous étions que là avec les rapports, avec les réunions, Chaque jour, notre administration faisait des appels à cela seulement. Et quand ils ne pouvaient pas le faire, ils nous blâmaient parce que nous n'avions pas la volonté politique de le faire. Parce que nous ne pouvions pas répondre à toutes ces demandes. Nous étions en train de le faire et faire des rapports, et c'est tout. L'autre leçon, c'est vraiment le manque d'appropriation nationale. Et en fait, dans la communauté internationale, qui était bien plus haute que l'autre côté, ils étaient, comment on dit? Ils étaient en train de suggérer quelques solutions pour nous. Donc, nous avons vraiment senti que ce n'était pas vraiment notre processus de paix. Nous n'étions pas des propriétaires. Nous ne pouvons pas vraiment répondre à nos différences. Et tout était décidé par la communauté internationale. Et le dernier point que je voudrais faire était vraiment la problématique des droits de l'homme, bien sûr, parce que nous avions ces différences. Les gens utilisent les droits humains contre le pays. Donc, ce sont des choses qui créent des tensions entre le Mali et quelques-uns des partenaires clés dans le processus de paix. Et nous regrettons cela vraiment parce que pour nous, les droits de l'homme, oui, c'est clé, absolument. Nous sommes un pays des droits humains et c'était 600 années avant que les Français viennent au Mali. Nous savons très bien ce que cela veut dire, la liberté du peuple, les problèmes de la guerre. Et nous étions stables avant, nous respections ces droits humains. En fait, nous avions fait appel à la communauté internationale pour nous aider et non seulement pour nous juger et nous faire sentir mal. Et donc, c'est clair qu'il n'y a pas de doute que les règles d'engagement et le mandat de la MINUSMA n'étaient pas vraiment prêts à répondre aux défis sécuritaires du Mali en 2023. Mais je voudrais commencer aussi, comme j'avais dit au début, que nous avons beaucoup de gratitude pour le sacrifice du personnel de l'ONU pour nous aider à restaurer la paix dans notre pays. Je voudrais encore une fois faire un tribut aux gens qui ont perdu l'autre vie au Mali. En 2023, nous sommes toujours ici en train de travailler avec l'ONU et je crois que les agences sur le champ font la même chose et le MINUSMA est sorti, c'est vrai, mais la coopération entre le Mali et l'ONU et la coopération entre le Mali et les partenaires clés continue à être clé pour nous. Donc, je vais m'arrêter ici et si vous avez des questions, bien sûr, sur cela, vous pouvez le faire. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. C'est une intervention assez riche. C'est clair qu'il y a beaucoup d'informations à discuter et nous aurons l'opportunité à revenir sur ces clés dans la session de questions-réponses. Maintenant, je passe vers Mohamed Salah Nadif, qui était le chef ancien de SRF de MINUSMA entre le 2019 et 2021. Merci beaucoup d'être avec nous et de ajouter aux points qui ont été faits par l'ambassadeur le MINUSMA a été vraiment emblématique sur quelques missions que nous avons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait cette cadre politique dont votre perspective est basée sur votre expérience. Qu'est-ce que la paix de l'ONU peut faire pour assurer ces processus de survie dans son contexte et quelles sont les limitations et
comme David a dit tout à l'heure, que le maintien de paix ne peut pas remplacer un processus de paix, alors que nous avons besoin de stratégie politique. Nous avons envie d'entendre de votre part sur cela. Et puis, la deuxième question que nous avons est que un des résultats de ces leçons apprises est que le MINUSMA a trop utilisé le concept qui ont été utilisés auparavant. Et donc, il fallait avoir une approche plus innovatrice. Quelles sont les approches de maintien de paix qui auraient plus de succès au Mali? Thank Merci. you. Good morning. Bonjour à tous les participants. J'espère que tout le monde a la possibilité de l'interprétation pour comprendre un peu le français. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour l'invitation et deuxièmement dire tout simplement que au moment où nous faisons cela, j'ai une pensée pieuse à l'endroit de toutes celles et ceux qui sont morts pour la paix au Mali, qu'ils soient maliens ou non maliens, et ils sont nombreux malheureusement, car la MINUSMA demeure la mission la plus meurtrière des Nations Unies. Ceci étant dit, en écho à votre première interrogation, je me permets d'insister pour dire que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, qui date de 2015, est un bon compromis dans la voie de la paix au Mali. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, quel que soit l'accord, il ne pourra réellement s'appliquer que si les Maliens eux-mêmes s'engagent de bonne foi. Et à ce niveau, je me permettrai de souligner des insuffisances qui sont liées à l'inclusivité de l'accord au moment de la signature et un autre manquement dans sa mise en œuvre. J'ai toujours dit que l'inclusivité, c'est le fait d'avoir pas pris en compte un homme, un Malien, qui est Iyad Agali, qui est aujourd'hui le chef de NGNIB, et Amadou Koufa au moment de la signature de l'accord. Car Iyad Agali est un notable militaire assez influent et respecté dans les régions du Nord et même, je peux dire, dans le reste du Mali. Pour ce qui est de Koufa, Amadou Koufa également est un érudit très influent et respecté. Le fait que les deux ne se sont pas associés à l'accord au moment de la signature reste une insuffisance ou un manque d'inclusivité. Maintenant, ils ont adopté d'autres agendas. Le deuxième, toujours lié à l'inclusivité au moment de la signature, c'est le rôle des femmes qui ne ressort pas au moment de la signature de l'accord. Et pour quelqu'un qui connaît le rôle des femmes au Mali, je considère que c'est une insuffisance. La troisième observation que je considère de manquement, c'est le manque d'engagement de tous les partis signataires de l'accord, que ce soit les mouvements ou que ce soit au niveau du gouvernement. Au moment de la mise en œuvre de l'accord, du côté du gouvernement, nous avons senti qu'il y a un problème au niveau de l'article 6 de l'accord. Malheureusement, le gouvernement n'a jamais voulu poser ça de façon claire pour dire que l'article 6 lui pose des problèmes et on pourra les renégocier évidemment. Ceci a été un handicap et au niveau des mouvements également, le fait qu'ils participent au gouvernement et ils maintiennent de l'autre côté une présence militaire, comme l'a dit l'ambassadeur tout à l'heure, ils détiennent des mouvements politico-militaires, n'a pas été quelque chose pour faciliter la mise en œuvre de l'accord. Je suis tchadien, j'ai assisté, j'ai participé, j'ai signé même à plusieurs accords de réconciliation avec des mouvements armés, mais une fois que l'accord est signé et qu'on commence la mise en œuvre,
les mouvements ont deux solutions. Soit se convertir en parti politique et s'insérer dans le jeu démocratique, soit adopter une autre position, à savoir dissoudre leur mouvement. Mais il n'est pas question d'être dans le gouvernement, faire de la politique et conserver une force militaire indépendante des forces armées maliennes. Ça, c'est une insuffisance ou un manquement, en tout cas. Mais les deux partis, à savoir le gouvernement et les mouvements signataires, ont une responsabilité partagée à ce niveau. Pour ce qui est de la communauté internationale, des Nations Unies, j'estime qu'ils ont valablement fait leur travail. Pour preuve, je prends quelques exemples. Lorsque nous avons vu que les parties sont réticentes quant à l'accélération de la mise en œuvre de l'accord, nous avons tout fait pour essayer de signer ce qu'on appelle le pacte pour la paix, pour demander leur réengagement encore et pour compléter l'accord, ce qui a été une nouvelle dynamique insufflée à l'accord. L'autre élément, vous l'avez constaté, au niveau du Conseil de sécurité, toutes les résolutions sur le Mali sont adoptées à l'unanimité. C'est pour dire l'engagement des partenaires et vous l'avez également constaté, tous les partenaires, tous les membres permanents du Conseil de sécurité, l'Union africaine et les autres partenaires ont toujours participé aux réunions du comité de suivi de l'accord, ce qui montre, comme je l'ai dit, l'engagement des partenaires. Donc, de ce point de vue, j'estime que les partenaires ont accompli leur partition. Maintenant, quelles sont les leçons à tirer du Mali pour les futures opérations de maintien de la paix? La première leçon, c'est que les Nations Unies devraient éviter les copier-coller. Une mission ne doit pas être standard pour tous les pays. Et c'est en ce niveau que l'environnement est extrêmement important. Et quand je parle d'environnement, il faut tenir compte de l'environnement physique comme de l'environnement sociologique. Et ceci dans le choix des pays qui envoient des contingents. Il faut que ces contingents-là savent dans quel terrain ils partent, pour quel objectif ils partent. Il faut qu'ils connaissent le terrain physique et il faut qu'ils connaissent le terrain sociologique, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à là. Et donc, il faut que les contingents soient adaptés à l'environnement aussi bien physique que sociologique. Le deuxième, c'est les pays qui demandent ce qu'on appelle le consentement des parties avant de déployer une mission. Souvent, les pays, avant le déploiement, sont dans une situation qui les oblige à signer un accord, ce qu'on appelle accord parties avant de déployer la mission. Mais une fois la mission déployée, ils ne respectent pas leurs engagements. C'est un point sur lequel il faut insister pour le futur, pour tous les contingents qui seront déployés, parce qu'ils risquent d'avoir blocage. Enfin, troisième leçon également qu'il faut tirer pour les prochaines opérations de maintien de la paix, c'est sur le plan opérationnel. Sur le plan opérationnel, on a une mission et on a un chef de mission. Or, souvent, il y a des contingents d'un certain nombre de pays qui, pour autant ils sont sur le terrain, ils n'obéissent pas aux règles d'engagement du chef de la mission. Il y a des contingents qui, tout en étant dans la mission, reçoivent plutôt leurs instructions de leur pays. Et ça, au niveau de l'efficacité de la mission, au niveau de la légalité entre les différents contingents, pose un problème. Ce qui fait que le siège, au moment de signer les règles d'engagement, doit être clair que tous les contingents qui sont sur le terrain sont mis à la disposition du chef de mission, que c'est à lui d'apprécier leur activité. Mais il arrive qu'il y ait des contingents où le chef de mission s'adresse au chef du contingent et qui lui demande d'attendre d'avoir des instructions qui doivent lui venir de son pays. Ceci constitue un handicap extrêmement important et agit même sur l'efficacité d'une opération de maintien de la paix. Je vous remercie.
Thank you so much, Mr. Ennedy, for those points and lessons. It's striking to me that this point about not having copy-paste designs, this has been something we've been discussing for many years. I've been working on UN peacekeeping for almost 20 years, and I think that entire time we've always known that this is true. And so I think it would be. Merci beaucoup pour tout ça. Je crois que ça serait bien de savoir pourquoi est-ce que cela continue à arriver. Je me demande si nous pouvons identifier les différentes zones de responsabilité entre le secrétariat, mais aussi le conseil, ce qu'ils sont en train de mandater. Et je crois que aussi vous avez parlé le point de TCC, et ce qui est très important pour s'assurer à ce qu'ils ont les formations nécessaires pour pouvoir opérer dans ces environnements. Et donc peut-être que nous pouvons vraiment faire une plongée plus approfondie pour voir comment nous pouvons résoudre ce problème. Ceci est ressorti maintes fois parce que parfois, il faut avoir des missions qui sont plus adaptables. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, merci beaucoup pour tous ces points. Maintenant, je vais passer à notre dernière présentatrice, Dr. Hama, qui est la directrice des recherches dans le centre de Kofi Annan. Emma, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui et de nous amener la perspective régionale de la part de votre perspective. Quelles sont les opportunités, les défis en ce qui concerne le déploiement des forces multiples parallèles? Nous avons aussi entendu de la part de l'ambassadeur toute une liste de ces problématiques. Comment est-ce que les opérations de la MINUSMA ont affecté tout cela? Et pour avoir plus de succès, bien sûr, aussi la question clé aujourd'hui, quand nous réfléchissons au succès et défis de la MINUSMA, qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur le maintien de la paix dorénavant? Merci. Good afternoon to you all. It's a pleasure to bring you my perspective from. Alors, c'est un plaisir de vous apporter ma perspective et la perspective régionale. J'allais dire que apparemment, en fait, vous avez beaucoup de soleil, mais nous avons beaucoup de soleil de ce côté et même de votre côté. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais remercier IPI, BPO, DPO d'avoir organisé cet événement. J'aimerais également remercier les intervenants qui ont pris la parole préalablement. Vous savez, pour moi, beaucoup de choses ont été dites. Mon point de départ est le suivant. Il est informé par un dernier travail qui a été fait à travers une évaluation institutionnelle par l'UA pour le Mali et le Sahel et que nous avons terminé au mois d'avril. En regardant toutes ces prismes, à l'aune de cette évaluation, nous avons étudié les différents défis dont fait face le Sahel. Il ne s'agit pas d'événements séparés. Je commence de l'idée qu'ils sont en fait ils sont les symptômes d'un dérèglement d'un format multilatéral traditionnel, mais également la dynamique politique actuelle au Sahel. Et encore une fois, comme il a déjà été dit, la MINUSMA est une mission n'ayant pas vraiment une quelconque paix à protéger ou à garder. Comme l'un des intervenants l'avait très bien dit, il y a eu un processus de paix et un cessez-le-feu a tenu plusieurs années grâce au rôle critique que la MINUSMA a joué sur le terrain. En fait, le défi était le suivant. Il s'agissait d'un conflit hybride. Et ainsi, bien que ce qu'on essayait de préserver était un accord formel statique sur papier, bien certaines parties, bien que la dynamique changeait, nous n'avons pas changé les accords, nous n'avons pas changé notre planification, nous n'avons pas changé ce qu'on faisait pour faire en sorte à ce qu'ils réfléchissent cet environnement changeant. Et ce sont là les défis dont la MINUSMA a fait face sur le terrain.
Alors, pour aborder les spécificités de votre question, Jenna, alors nous allons voir la mise en place de la MINUSMA en 2013 et son rôle politique était fondé sur une architecture sécuritaire parallèle. Donc, il s'agissait en fait d'une force parallèle telle que Serval, Barkhane et d'autres coalitions régionales de la région qui gérait certaines des activités de combat actives et de contre-terrorisme. Ça veut dire que l'ONU allait se concentrer sur la stabilisation et le processus de paix. Mais en pratique, comme il a été découvert, il y a eu en fait des lignes un peu mélangées en termes de rôle des acteurs et ce qu'ils devaient jouer. Donc, vous avez la collaboration, mais en fait, ils co-travaillaient avec d'autres parties, ce qui rendait difficile pour l'ONU de de continuer à être impartial et d'être ce médiateur politique. Et nous avons découvert qu'avec le temps, l'État hôte et certaines populations locales avaient, de façon accrue, été dérangées par la présence de l'ONU. Et quand ces forces parallèles n'avaient pas réussi à éliminer cette menace extrémiste, alors le peuple était frustré. Et cette frustration s'est tournée contre la MINUSMA. Et donc ça s'est transformé en accusation d'inefficacité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les locaux, il était difficile il était difficile pour les locaux de séparer MINUSMA par rapport aux autres acteurs. Donc, les réussites et les échecs étaient liés à MINUSMA aux autres acteurs. Un autre élément que nous avons pu découvrir est que les structures parallèles n'ont jamais été politiquement cohérentes et n'allaient jamais être durables en premier lieu. Donc, après le changement anticonstitutionnel du gouvernement 2020-2021, et donc tout s'est désintégré parce que les acteurs changeaient de façon mensuelle. Il y a des tensions qui sont apparues avec des partenaires internationaux qui ont fait démanteler les forces parallèles, laissant vraiment cette mission de l'ONU seule et isolée pour faire face à cet environnement fort périlleux. Aujourd'hui, ce que nous voyons est que le départ des Nations unies et la chute des cadres sous-régionaux tels que G5 Sahel ont créé un vide opérationnel important et dangereux. Donc, vous avez des acteurs non étatiques violents qui exploitent le manque de coordination et qui exploitent également ce manque de frontières, de la surveillance des frontières qui va de la région de Goma à Liptako. Nous avons également la CEDEAO qui souffre également d'une crise de légitimité, notamment face à ce gouvernement de transition au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et face à cela, nous avons une région qui est hautement fracturée. Et ainsi, c'est là où les leçons de Sahel, ça veut dire la mission de l'UA au Mali et au Sahel, est devenue essentielle. L'une des leçons que nous avons après, quand vous avez des mécanismes occidentaux ou sous-régionaux qui font face à des blocages politiques. Peut-être que ce mécanisme continental pourrait servir comme pont. Nous avons vu Sahel invité à l'alliance de l'AES, c'est aux réunions ministérielles des États sahéliens au début de 2026. Ça veut dire que cela démontre que la confiance peut être reconstruite, mais seulement si nous alignons notre engagement avec la souveraineté de l'État et la coopération, au lieu de compter purement sur la punition ou comme c'est le cas avec la CEDEAO ou le format rigide comme il avait été discuté par l'intervenant et qu'a mis en place l'ONU. Donc, qu'est-ce que cela nous enseigne en termes d'évolution des opérations de maintien
de la paix à l'avenir. Et là, je reviens vers le rapport de DPO qui est excellent et qui est une excellente lecture et qui est très pertinent pour le travail que nous faisons. Alors, le rapport note que la MINUSMA comptait notamment sur les différentes opérations de maintien de la paix, ce qui créait une empreinte administrative à Bamako. Et MINUSMA n'était pas une opération personnalisée au Mali. Cela veut dire qu'à l'avenir, les opérations de maintien de paix doivent prioriser les spécificités et l'agilité opérationnelle permettant d'avoir une donnée du terrain, une évaluation de la situation en temps réel pour dicter les allocations de ressources directement du terrain. Moi, je lui rajoute une réserve. Tant que les considérations financières et les interventions politiques le permettent, et ce qui permettrait une réussite à l'avenir. Le deuxième point, nous avons vraiment besoin peut-être d'abandonner ou de vérifier cette illusion que la sécurité dure, cette sécurité cinétique, comme on l'appelle ici, pourrait seule fabriquer cette paix. Nous avons vu l'expansion de la violence dans le Sahel et même ça prouve que l'accord sur papier ne veut absolument rien si elle ignore les réalités socio-économiques, politiques, régionales. Et donc, les opérations de maintien de paix doivent évoluer. Je sais que les opérations de maintien de paix ont évolué pour traiter des changements climatiques en tant que multiplicateur de menaces, mais prendre en considération la légitimité étatique de l'État et qui sont une priorité dans leur mandat. J'aimerais également rajouter que l'une des réalisations clés, comme il a été mentionné dans le rapport, que nous avons une plus grande représentation des femmes après la mise en place du comité LGS. Cela a augmenté la participation des femmes à 38%, ce qui est assez intéressant. Mais l'un des éléments que le rapport a mis en lumière est la représentation quantitative ne veut pas dire une représentation et une participation qualitative. Donc, vous allez voir que la participation reste dépendante fortement sur le financement des bailleurs de fonds internationaux et donc elle démontre de la vulnérabilité. Ça veut dire que quand les bailleurs de fonds internationaux n'étaient plus disponibles, la participation a été réduite. Cela veut dire que si nous voulons que ces opérations de maintien de paix soient durables à long terme, il est essentiel qu'on puisse avoir une inclusion réelle, qu'on puisse faire un suivi des droits humains et un suivi du genre et qui soit ancré sur des points focaux régionaux, nationaux et l'utilisation des langues locales, comme il est mentionné dans le rapport. J'aimerais également conclure sur cette note. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais dire quand même que quand on parle de la dimension régionale, j'aimerais souligner que les, les mécanismes occidentaux et sous-régionaux rigides échouent en situation de conflit quand nous faisons face à une crise légitime, sérieuse et des blocages politiques. Nous avons d'autres alternatives continuelles qui pourraient jeter des ponts stratégiques, comme le travail que fait Monsieur Messahel avec les Maliens, avec le Burkina Faso et avec le Niger. J'aimerais conclure en joignant ma voix au 311 pour rendre hommage aux 311 personnes de cette mission de maintien de la paix au Mali. Il est important qu'on puisse pas seulement honorer leur mémoire, mais il faut important qu'on puisse sauvegarder
leur héritage et qu'il est important que ces opérations de maintien de l'épée soient agiles et qu'elles puissent refléter la réalité du terrain. Et il est important qu'on puisse honorer ces personnes, de 311 personnes ayant perdu leur vie au Mali. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Emma, pour tous ces points. Nous allons ouvrir le plancher aux questions et aux commentaires de quelques minutes. Nous aurons un micro dans la salle. Si vous êtes en ligne, nous avons une boîte questions-réponses. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais j'aimerais revenir sur 2 points qui pourraient nous permettre de réfléchir au cours de cette session. Nous avons entendu parler, comme Emma, qu'il y avait un décalage entre les outils traditionnels de maintien de la paix et la dynamique du Sahel, qui pourrait être pertinent dans d'autres contextes. Et l'ONU a été honorée pour son adaptabilité pour les maintiens de la paix. Mais qu'en est-il pour ces environnements, pour le maintien? Est-ce que cela est possible dans des environnements qui font face à des menaces asymétriques avec la présence d'organisations terroristes violentes? Que fait les Nations unies dans ces environnements? Est-ce qu'ils ont une position ferme et un autre point également qu'à discuter, comment améliorer l'agilité opérationnelle. Nous avons entendu du secrétaire général et des États membres le besoin pour que les opérations de maintien de paix soient plus adaptables, personnalisées. Il ne s'agit pas de quelque chose de facile en pratique pour plusieurs raisons que nous connaissons. Et c'est une question également une question à David du côté du secrétaire. Qu'est-ce qui doit être mis en place pour que des missions soient plus adaptables aux environnements dans lesquels elles sont déployées? C'est des questions pour planter le décor. Alors, si vous voulez poser des questions, levez votre main, on vous apporte un micro. Et s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter très rapidement. Bonjour, mon nom est Guillaume Planchin. Je suis de la mission française. Merci pour cet excellent briefing. En fait, j'ai une question une question trou noir. Je parle de l'examen stratégique. Nous ne finissons pas une mission de 10 ans sans prendre en considération. Nous avons plusieurs rapports qui nous viennent de OMA, de PSP. Et ma question est, avec tout, qu'est-ce que nous avons fait avec ces rapports? Avec tous ces rapports, est-ce que nous n'avons toujours pas pu être à même d'écouter par rapport à ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à mieux comprendre sur comment sommes-nous arrivés à cette situation après avoir eu tellement de rapports rédigés par toutes ces institutions? Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Shuraj, je suis de l'Université des Nations Unies. Merci aux panélistes. Ma question est aux 4, mais celui qui répond, c'est tant mieux. Alors, sur la base de toutes les données que nous avons reçues et les leçons apprises, comment allez-vous transférer ces messages au Conseil de sécurité où tous ces mandats sont formés et sont pris? Alors, comment DPO ou DPPA va-t-elle investir du temps dans le Conseil de sécurité, notamment quand on parle de notes concernant les missions en cours et comment cela pourrait façonner les missions à l'avenir? Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités à cette réunion. Mon nom est colonel Sorgo Fibion du Burkina Faso. J'aimerais intervenir et rebondir sur ce que la dernière intervenante a dit. Si je me rappelle, elle avait dit que avec la disparition de l'EMINUSMA et la G5, cela a créé un manque de coordination dans la région. Alors, je parie sur ce point. Elle avait oublié de dire que le G5 était sur papier créé par des militaires locaux, mais qui sont actifs. Et il y avait plus de soldats étrangers que de militaires locaux. Quand vous leur posez
poser la question pour vous aider, ils viennent, ils jouent et puis ils partent. Ils ne tirent pas, ils ne tirent sur quoi que ce soit, rien du tout. Et j'étais sur le terrain et je l'ai vécu. Alors, qu'est-ce qui marche pas dans ces situations? Donc, la majorité des structures n'envoient pas des troupes. Je suis désolée, je ne suis pas diplomate, hein. Je suis pas diplomate, je suis militaire. Vous savez, ne pas dire la vérité rend la chose, empire la situation. Il n'y avait pas, vous savez, c'est pas ce qui se passait dans notre situation. Il y a d'autres choses qui se passaient sur le terrain, et dans les salles, dans les réunions. Certaines disaient autre chose que par rapport à ce qui se passait sur le terrain. Maintenant, nous avons plus de coordination. Dans le passé, on n'était pas à même de poursuivre des terroristes à travers les frontières. Vous deviez demander une permission. Et imaginez-vous, nous sommes dans une situation, vous battez contre les terroristes, ils traversent une frontière, vous devez demander à votre capitale va demander au G5, G5 va demander à leur mission de je ne sais d'où, et cela demandera 5 jours. Et vous savez, en 5 jours, vous pensez qu'il va vous attendre pendant 5 jours pour avoir une réponse? Il aura déjà traversé 4 ou 5 autres pays. Donc, ce n'était vraiment pas réaliste. Nous avons eu de temps en temps à traverser les frontières. J'ai traversé des frontières de temps en temps. J'ai été avertie, je ne sais pas comment je pourrais le dire. J'ai été également, euh, il y a des gens qui m'ont dit, vous n'avez pas le droit de traverser ces frontières. J'avais pas de problème avec le Malien quand je traversais les frontières. On faisait la coordination, mais on avait des avertissements des étrangers. Et cela n'est pas dit dans ces rapports et dans ce type de situation. Et maintenant, vous avez une meilleure coordination. Si vous avez une situation en Mali, au Niger, alors vous appelez, ils viennent et ils luttent. La situation est que vous avez un gouvernement officiel qui se bat contre les terroristes. Il ne s'agit pas d'une situation où vous avez un gouvernement et des séparatistes. Ce n'est plus le cas. Donc, j'aimerais vraiment, il est important d'expliquer le contexte pour qu'on puisse vraiment trouver la bonne solution. Je vais prendre une question rapidement et puis je vais prendre 2 questions en ligne. Est-ce que nous avons des commentaires ou une dernière question du fond de la salle? Merci beaucoup, Jenna. C'est toujours un plaisir de voir l'ambassadeur du Mali et David également, mais également Son Excellence en ligne, et également mes frères et sœurs. Emma, autant pour moi. Alors, je n'ai pas de questions de mon côté car je ne pense pas que j'ai le droit de poser des questions à Son Excellence et aux membres du panel, mais c'est juste pour dire que les leçons apprises sont intéressantes et très importantes. Et le partenariat avec l'UA et l'ONU est là. On veut toujours prendre note de ce que nos États hôtes demandent et nous prenons note également ce que l'examen de l'ONU de toutes les opérations de la paix à l'avenir. L'UA est toujours à même de travailler avec l'ONU et il nous tarde d'avoir un engagement, ces engagements qui prennent en considération les points partagés par son Excellence du Mali et les autres panélistes. Nous sommes d'accord, hein. David, peut-être que vous faites cela depuis des années, car Jenna avait parlé de 20 ans, peut-être que même plus que 20 ans. Mais comment pouvons-nous travailler de concert pour aborder les points que le militaire du Burkina Faso avait mentionné? Nous devons trouver des voies et moyens pour travailler ensemble avec les paramètres, bien sûr, que nos organisations le permettent, mais il est essentiel qu'on puisse utiliser ces espaces et ces paramètres pour aborder et pallier à ce que les États veulent. Merci beaucoup, Zino. 2 points très rapides en ligne. Un des participants a dit que si on devait prendre
l'adage. Pas de paix sans justice. Qu'en est-il du retrait du Mali de l'ICC? Qu'en est-il de la transition? Le rapport souligne la gestion de la transition de l'ONU, mais maintenant plusieurs transitions se passent dans des environnements hautement politiquement contestés après des processus de paix réussis. Que doit institutionnaliser les Nations Unies avant le retrait du MINUSMA avant le retrait du MINUSMA qui pourrait servir d'exemple de transition à l'avenir. Donc, nous avons des questions et des commentaires très intéressants. Si vous me le permettez, je vais aller vers nos intervenants en ligne et nous allons revenir vers la salle pour les derniers commentaires. Monsieur Anadif, la parole est à vous et n'hésitez pas à choisir la question qui vous convient le mieux. Mr. Anadif, thank you so much. Two questions in particular that perhaps you could Monsieur answer. Anadi, peut-être que vous pouvez répondre à ces deux questions. Vous avez la question sur l'examen stratégique et deux examens stratégiques qui ont été faits au cours de la vie du MINUSMA. Une autre question, qu'en est-il des leçons apprises de la MINUSMA? Comment a-t-elle informé la situation au Mali, mais également est-ce ces leçons apprises ont-elles été utilisées dans d'autres contextes? Un autre point, c'est l'engagement avec les autres forces parallèles présentes au cours du mandat du MINUSMA et comment la coordination et la communication se faisaient. Si vous pouvez répondre à ces questions, ça serait très bien, Monsieur Anadif. Merci beaucoup, madame. Je voudrais quand même nuancer un peu pour ce qui est de la MINUSMA. Comme je l'avais dit, la MINUSMA a été déployée au moment où l'accord de paix existait déjà. Et j'ai souligné les insuffisances de l'accord pour la paix et la réconciliation, notamment le fait que les mouvements armés ayant signé l'accord 1 ou 2 ans après se trouvaient détenteurs d'une force parallèle qui ne s'est pas intégrée avec l'armée malienne. C'est une insuffisance que j'avais soulignée. Thank you so much, Mr. Anadif, and we'll then turn to the Merci beaucoup, Monsieur Nadif. Donc, nous allons passer aux autres panélistes pour voir s'ils peuvent répondre à quelques-uns de ces questions. Emma, je veux partir chez vous s'il y a des questions auxquelles vous voulez répondre. D'accord, merci beaucoup et merci pour ces interventions. Je voudrais répondre peut-être à une ou deux questions. Je pense que l'intervention de la part du monsieur du Burkina Faso, si c'est possible. C'était Burkina Faso, je pense? Oui? Oui. OK. Et peut-être que je voudrais dire aussi spécialement dans une région là où les choses changent de manière journalière et hebdomadaire. Donc, nous essayons de ne pas parler de manière absolue parce qu'il y a toujours des choses qui changent sur le champ. Peut-être que ce n'est pas vraiment nécessairement ce que l'on observe aujourd'hui et demain, ce n'est pas la même chose, ça change. Je voudrais commencer par dire que c'est un fait. Après la sortie de CEDEAO, les corporations est devenu difficile à mener et le CEDEAO, même s'ils avaient des défaillances, quand même, il y avait des manières là où des États membres pouvaient coopérer. Il y avait des réunions et des langages, des informations. Mais après la sortie, c'est devenu très difficile de trouver un cadre de travail en commun là où les États africains et non pas le CEDEAO, les États et CEDEAO, de trouver le moyen de coopérer. Je sais très bien que récemment, il y a eu des discussions menées par le Ghana pour notre envoyé spécial pour le EIS, pour trouver le moyen là où les
pays dans les régions peuvent coopérer, partager l'information, coopérer avec entre leurs frontières. Donc, c'était ça la structure. Ce sont des conversations qui continuent au niveau régional. Je pense que en termes de la question sur la transition, récemment, nous avons fait un travail sur les transitions et nous voulions aussi inviter les acteurs régionaux, des sous-régions aussi, en ce qui concerne les transitions, des missions de l'ONU. Quand ils sortent, quelles sont les raisons pour lesquelles ces missions ne peuvent pas être données à des acteurs régionaux? Donc, vous avez cette mission de l'Union européenne qui est stationnée au Mali, qui est censée faire beaucoup de travail, mais il y a des contraintes en ce qui concerne ou de la part des problématiques institutionnelles et financières. Donc, c'est très important qu'il n'y ait pas une lacune qui est créée, parce que pour moi, c'est très important en ce qui concerne ce que l'Union est en train de faire dans la région, parce que la CEDEAO, ce sont des acteurs incroyables, spécialement les 3 pays ES, et l'Union européenne a cette crédibilité et ils sont très respectés de la part de Mali, le Burkina Faso, le Niger. Donc, ces acteurs doivent avoir cet appui dont ils ont besoin pour pouvoir jouer ce rôle de médiateur et bien sûr rassembler d'autres acteurs pour qu'ils fassent partie de cela aussi. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur. Je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Je pense que cette discussion a une importance très importante, très grande, pardon, pour le Mali, pour la paix et la stabilité dans notre pays. Donc, bien sûr, nous sommes ouverts à n'importe quelle suggestion que vous pouvez nous faire pour répondre à quelques questions. La première est sur comment améliorer l'agilité opérationnelle des opérations de la paix de l'ONU. Ma suggestion serait bien sûr une ou deux. Une est que c'est vrai que le mandat est décidé par le Conseil sécuritaire, mais je pense qu'il faut donner plus de pouvoir aux troupes qui sont sur le champ, spécialement le premier commandant SRJ pour mener les activités opérationnelles de la région. Je dis cela parce que je suis aussi des opérations parce que j'ai des amis au MINUSMA, en particulier au centre, et donc Kosovo et d'autres. La stratégie qui prenait place, et donc nous avions fait appel pour avoir un appui parce que le mandat disait que le MINUSMA devait assurer la protection des civils, mais la réponse était que non. Mais les forces nationales vont faire ce travail parce que nous ne sommes pas ici pour combattre le terrorisme. Et donc, ceci a mis beaucoup plus de pression parce qu'ils ont entendu que cette pression provenait de New York ou bien du capital. Donc, si vous vous êtes déployé sur le champ pour protéger les gens et vous dites ce n'est pas notre mandat, ils vont vous demander qu'est-ce que vous faites ici alors. Donc, je crois que il faut créer le mandat ici, d'accord, mais adapter quand nous avons besoin, si nous voulons aider les gens, mais aussi il faut donner un pouvoir et il faut faire confiance les SRG pour faire des sanctions aux troupes sur le champ. Je crois que c'est une manière d'améliorer les activités opérationnelles. Maintenant, les représentants français qui a sorti là une question très importante. Et croyez-moi, nous avons fait cela à fond. Et la situation au Mali est très documentée. Nous savons exactement ce qui se passe. Maintenant, ce qui manque, je vous dis, c'est l'action, la volonté politique vraie pour aider ces pays contre ces terroristes extrémistes. Donc, ce n'est pas question de documenter ces informations parce qu'ils sont très bien en ce qui concerne faire des rapports et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut rapporter à la fin de la journée? C'est quoi? Si vous partez avec CEDEAO, nous avons fait une révision il y a 3 ans au Sénégal. Monsieur Bachidi, qu'est-ce que nous avons fait avec tous ces documents? Alors, une fois que nous avons le rapport, nous sommes très bons, nous avons une expérience, une expertise très forte dans ce domaine, mais il faut avoir la volonté politique pour arriver
aux résultats de cette révision. Comment est-ce que nous pouvons réviser les leçons apprises? Je crois que dans les commentaires de tout à l'heure, moi j'engage ces personnes personnellement. Nous nous parlons, mais nous ne nous comprenons pas et je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il faut trouver un moyen. Si vous me disiez, j'ai mal à la tête. Je vous dis non, vous n'avez mal à la tête. Comment est-ce que je le sais? Donc, absolument, nous savons au Mali que nous n'allons pas avoir la paix et la sécurité sans cela. Quand nous serons sur le champ, nous allons faire cela et nous allons y arriver. Je crois que c'est vraiment la question. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité encore une fois, mais merci beaucoup pour cette opportunité, pour l'appui que vous offrez à Mali. Nous remercions l'ONU en répit de nos différences parfois, mais nous comprenons le sacrifice qu'ils ont fait pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je vous repasse la parole, David, pour votre intervention finale. Merci beaucoup, ambassadeur, et aussi pour les autres présentateurs, Emma et Asahi, et tous ceux qui sont en ligne. Vous savez, je pense que c'est très compliqué parce que nous sommes en train de regarder une situation, comme je disais tout à l'heure, qui est très dynamique et ça dépend parfois d'où est-ce que vous mettez la lumière. Donc, quand vous regardez la trajectoire, il faut voir quelques tendances quand même. Sur la question des révisions stratégiques, il y a des révisions. Je crois que c'est une combinaison de responsabilités. Une est que nous, en tant que secrétaire, il faut avoir le courage de voir ce qu'on voit, mais en tant que professionnels qui sont engagés, qui sont en plein milieu d'essayer de voir si la trajectoire va être positive ou négative. C'est très apparent en fait. Donc, quand vous rédigez la révision stratégique, bien sûr qu'il faut voir tout cela. Que la mission de Mali et de MINUSMA n'est pas vraiment, ne répond pas vraiment aux besoins. Et je crois qu'il faut essayer d'avoir une image assez claire. Et nous avions aussi eu des révisions indépendantes, rien que pour voir ce que nous sommes en train de faire. Si nous faisons un bon travail, c'est toujours un défi dans n'importe quelle organisation, en fait. Je crois que les remarques qui ont été faites pour l'utilisation des données pour comprendre la situation, la flexibilité sont très importantes. En ce qui concerne les révisions stratégiques, je crois qu'il y a des responsabilités aussi avec des membres, les États membres. Non seulement c'est divisé, si je peux être franc, nous sommes tous en train d'être francs, non seulement divisés, mais en train de suivre de manière active des alternatives politiques. Il faut tous qu'on comprenne que les Nations Unies est une institution collective de sécurité qui non seulement peut identifier des menaces, déployer des personnes, et il y a des gens qui sont morts sous cette organisation, et puis continuer avec des politiques bilatérales. Il faut résoudre ce problème et ajouter à ce mélange une révision stratégique, que ce soit indépendante ou pas, va avoir du mal à résoudre ce problème. Donc, je pense qu'il faut absolument être clair sur ce point-là, parce que les votes finaux du Conseil sécuritaire n'est pas vraiment final. Et je crois qu'il y a une responsabilité de la part du secrétariat pour prendre en considération ces révisions qui étaient difficiles à achever. Mais je crois aussi qu'il y a une responsabilité de la part des États membres et aussi, en fait, c'est au-delà de ces points. J'étais dans une réunion avec mes collègues dans des postes assez hauts au Mali et nous avons discuté ces expériences-là. L'opinion de mes collègues était que le système multilatéral est une chaîne et la chaîne n'est pas très forte.
Donc, quand nous déployons une mission de maintien de paix de l'ONU, que ce soit subrégionale ou bien l'Union européenne, je crois que ceci, ce n'est pas vraiment un résultat zéro, que un va avoir du succès parce que l'autre a échoué. Pas du tout. Les systèmes multilatéraux, ou bien ils ont du succès, ou bien ils échouent. Donc, quand ils ont du succès, c'est le succès de l'ONU. Et la même chose pour l'Union européenne. Et je crois qu'il faut absolument voir comment on peut fortifier ces partenariats pour s'assurer que ces révisions puissent répondre aux contradictions desquelles nous avons parlé. Et c'est clair, ça a été mentionné, la contradiction et les lacunes entre les attentes n'étaient pas vraiment résolues. Et donc, cette attente des États membres a évolué quand même. Donc, en ce qui concerne les révisions stratégiques, si vous regardez le rapport sur la page 57, je lis dans ce contexte, et ils sont en train de parler des ruptures du système international rapide qui arrivait en Europe et aussi les sous-régions, dans des situations des sous-régions. Voilà le contexte, les résultats des révisions de MINUSMA demandées par le Conseil en juin 2022, après le mandat, peut-être être obsolète d'ici la publication. Donc, il faut se poser la question, comment est-ce que nous pouvons être dynamiques dans ces contextes? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour que les missions soient plus adaptables? Je crois que c'est ça la question la plus importante. C'est une question quand même qui est dans le rapport qui va sortir dans le futur en ce qui concerne le maintien de la paix, les opérations de celle-ci. On a réfléchi à ça et je serai là avec les États membres. Il faut articuler quelle est vraiment la vision ultime, la vision de 5 ans par exemple, ou bien un temps plus long. Et est-ce que nous pouvons faire des révisions rapides pour pouvoir adapter et ajuster les prioritaires et le focus pour résoudre ces contradictions? Parce que maintenant, nous avons chaque année des difficultés pour pouvoir récapituler tous les mandats. Mais si nous avions une vision à long terme et puis un conseil qui peut faire son travail plus efficacement et qu'on puisse mettre cela dans le leadership, dans les mains des leaderships, et ce que nous allons voir une approche plus adaptable. Absolument. Je crois que c'est question d'adaptabilité et de flexibilité. Et ceci est lié à la question des révisions. Je crois que nous avons parlé beaucoup sur les forces parallèles. Je ne suis pas un expert, mais je pense quand même que c'est quelque chose de très important pour nous dans le futur parce que l'ONU vraiment déploie tout seul. Il y avait un concept qui a été mentionné que l'ONU va mener le côté de la paix et les autres vont gérer le antiterrorisme. Donc, ce que nous voulions de l'ONU, c'était quelque chose d'autre. Donc, c'est clair que nous n'avons pas bien fait notre travail, nous avons bien articulé les besoins dus à la collaboration, colocation, faute de compréhension. Je crois que nous avons besoin de bien comprendre quelle est cette articulation, cette information. Cela va être très important. Vous savez, ambassadeur, je voulais en fait clarifier un point sur le point des droits de l'homme parce que nous sommes en train de réviser les leçons et celle-là était très importante. Et je crois que j'ai précipité un peu l'impact, même durant la clôture du Mali, pour dire que quand les missions ont le mandat des droits humains, ce mandat vient avec tout genre d'obligations des traités internationaux, là où tous les États ont signé. Et le fait que ces mandats des droits humains parlent de l'individu et la protection de l'individu vis-à-vis des gouvernements, ceci est la réalité de ces accords. Donc, quand nous avons ces mandats, il faut absolument toujours voir la question de comment est-ce que ces individus ont été traités par et pour ceux qui font partie des autorités gouvernementales ou de facto.
donc dans notre contexte de la mission, que les missions sont en train de produire des rapports qui sont en fait inconfortables parfois avec les autorités de facto, parce qu'il y en a, il y a ces situations, des petites batailles civiles. Donc pour ces autorités, les obligations des droits humains se penchent sur elles. Je comprends ce que vous dites et ceci était une situation qui avait créé des tensions. Mais il faut absolument apprendre des leçons de cela parce que ça va se passer encore une fois si l'ONU lance un autre mandat des droits humains vis-à-vis ceux qui ont des autorités gouvernementales ou quasi-gouvernementales. Et ça fait partie de la nature des obligations des traités que nous sommes en train de demander de manière collective, tous les États membres, nous sommes en train de demander cela de la part de la mission, qu'elle soit accomplie. Et puis, pour finir, en ce qui concerne les transitions, je ne décrirai pas nécessairement la sortie du Mali en tant que transition. C'était planifié en fait et la coalition en ce qui concerne les transitions a 2 points. Un, il faut planifier la transition dès le début de la mission et elle doit être conçue pour nous libérer le plus possible. Et l'autre point est la transition et non seulement pour les acteurs internationaux et l'ONU, mais aussi du gouvernement. Elle devrait être partagée et aider le gouvernement et les autorités pour prendre en charge les exigences de sécurité. Je crois que ce sont des points les plus importants que nous prenons en tant que leçon dans ces missions. Merci beaucoup. Je sais que nous avons dépassé un peu le temps et de la clôture. Si vous voulez fermer, si vous voulez. Oui, merci. Merci beaucoup. Je veux juste faire un point pour fermer cette réunion. Le MINUSMA va déployer là où les accords de paix sont signés. Je veux corriger cela. MINUSMA a été déployé en 2013 au Mali. Nous avons commencé le processus de paix en 2014 et nous avons conclu, nous avons signé l'accord de paix en 2015. Donc le MINUSMA avait participé clairement. Je me rappelle personnellement que le premier SRG de la MINUSMA était pour le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie, en fait. Et en ce qui concerne les droits humains, je suis d'accord avec vous, nous ne sommes pas opposés à cela. En fait, nous sommes un pays qui respecte les droits de l'homme. C'est clair, tous les Maliens, quand nous sommes opposés en fait, et l'utilisation de l'issue des droits humains. Il ne faut pas nous juger ou nous blâmer. C'était utilisé pour juger, pour fragiliser notre endroit, notre place. Et ça, c'est dangereux pour nous. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous sommes opposés à la méthode dont cela est fait. Mais il faut savoir qu'au Mali, nous n'aurons jamais de paix tandis que nous continuons à désestimer les droits humains de notre peuple. Merci beaucoup, c'était une discussion incroyable. J'apprécie tout le monde, toutes les réflexions, les opinions, spécialement la perspective malienne dans cette discussion. Merci beaucoup d'être resté quelques minutes de plus. Je veux juste introduire les remarques de clôture du Conseil militaire des Pays-Bas. Merci beaucoup, allez-y. Merci beaucoup, Yana, pour cette présentation et introduction. Je sais que vous avez besoin de manger, donc je serai bref. Je vous promets, ce ne sera que 4 minutes. Donc, nous allons commencer avec en disant que les mainteneurs de la paix apprennent de 3 manières, en participant dans des opérations, en participant dans des exercices qui doublent les exercices et aussi aujourd'hui les détails de MINUSMA que nous avons discuté, qui est vraiment un exemple des études professionnelles. Je veux remercier IPI et tous ceux qui ont participé dans cette discussion. Pour cette discussion, c'est une très bonne condition pour améliorer le maintien
paix. Et aussi, je voudrais signaler 3 choses. Le premier, c'est un proverbe africain. Si vous voulez, si vous voulez aller vite, allez-y tout seul, mais si vous voulez aller loin, il faut aller ensemble. Et dû aux complexités de cette situation, les opérations futures, je crois qu'il faut aller ensemble parce que personne, nul, tout seul peut savoir ce qui va se passer dans une mission. Le deuxième point, en ce qui concerne aller ensemble, les missions n'ont rien à voir avec le déploiement des forces, avec des résultats immédiats et clairs. Les missions qui déploient les forces est un exercice intellectuel avec des effets de deuxième et troisième ordre. Les forces de déploiement à long terme, l'impact à long terme, comme vous avez mentionné, c'est ça ce qui fait ces missions. Et je crois qu'il faut se concentrer plus sur ça que sur le déploiement des forces. Et puis le troisième et dernier point est c'est le commandant qui fait le troupe, comme a été dit par Napoléon, c'est une mission stratégique. Et j'y crois vraiment parce que c'est un leadership stratégique qui prend la décision si nous allons partir rapidement ou bien si nous allons foncer ensemble. Maintenant, le leadership stratégique qui prend les décisions, s'il se concentre sur des résultats clairs et immédiats ou bien si on se concentre sur les deuxième et le troisième ordre. Voilà mes 3 points saillants en ce qui concerne ce rapport. Merci beaucoup et j'espère que nous pouvons tous améliorer le maintien de la paix. Merci beaucoup et merci à tous nos panélistes, à DPO, au pays des Pays-Bas. Et je veux vous inviter encore une fois à prendre des rapports. Nous avons des copies sur la table. Le lien est sur la ligne aussi. Et merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup à tous.